Ouais, c'est bon. Allez, on attaque du coup. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Margot Blondel, qui est docteur vétérinaire diplômée ECVS, donc bordée en chirurgie, et qui est maître de conférence à VétaGrossup, donc l'école Véto Lyon, et qui va nous faire une présentation aujourd'hui sur la prise en charge des plaies chez les carnivores domestiques. N'hésitez pas du coup à intervenir si vous avez des questions. Comme elle est en mode présentateur, elle ne verra pas forcément la petite fenêtre de questions par écrit, donc n'hésitez pas à intervenir avec votre micro s'il y a besoin. Et puis sinon, je pense qu'à la fin, vous pourrez aussi reposer des questions si vous en avez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Margot, écoute, à toi de jouer. Très bien. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas, d'ailleurs, juste une petite vérification. Est-ce que vous voyez tous mon diapo défiler? Moi, je le vois bien. Je pense que ça marche Ok, pour tout le monde. Ouais. super. Bon, merci beaucoup, Calypso. Merci aussi à Émergence pour m'avoir proposé et laissé l'opportunité de faire cette présentation. Donc, on a choisi aujourd'hui de traiter de la prise en charge des plaies chez les carnivores domestiques. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'adapter mon discours à la prise en charge à domicile. Mais je peux pas non plus m'en empêcher de vous donner quand même la gestion idéale des plaies, sachant que il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir faire vous à domicile, notamment la gestion en urgence, mais que il y a certains moments où il faudra se dire bon bah voilà, je fais la gestion en urgence et puis quitte à ce que je mette un pansement en attendant et je réfère ensuite. Mais l'idée c'est quand même que vous ayez la prise en charge idéale, optimale en fonction des plaies que vous allez avoir à traiter chez les clients. Donc voilà le plan qu'on va suivre. D'abord, je vais parler de quelques généralités. Ensuite, on va parler de la classification des plaies. Cette classification, elle est extrêmement importante à avoir en tête pour la simple et bonne raison que de la classification des plaies va découler la gestion des plaies. Vous allez voir qu'on peut classer les plaies en fonction de leur nature lésionnelle. La nature lésionnelle va en général dicter les caractéristiques bactériologiques et les caractéristiques bactériologiques vont dicter la prise en charge, à savoir est-ce que on peut fermer une plaie ou est-ce que on doit utiliser une cicatrisation avec des pansements. Donc, il y a des rappels, je pense que ça va vous faire tilt, les seuils de 6 et 12 heures. Donc, on va reparler de tout ça. Pour tout ce qui est gestion de plaie, on va parler de la gestion par première intention, deuxième intention et troisième intention que je vais un peu préciser. Donc, je vais redéfinir un peu tout ça. Et c'est surtout pour la seconde intention. On laisse évoluer la plaie selon la cicatrisation naturelle. Donc, on va utiliser des pansements. Aujourd'hui, on a toute une gamme de pansements interactifs qui sont adaptés à la plaie. On le verra en fonction du stade de cicatrisation, en fonction du caractère exsudatif ou non de la plaie. Je vais vous faire un bon petit tableau avec un petit catalogue. Et puis, globalement, après, je vous dirai, voilà, pour la gestion à domicile, ce que je pense que vous avez besoin d'avoir avec vous dans votre voiture pour gérer tous les types de plaies. On va parler juste ensuite des quelques complications. Et puis j'ai choisi de vous détailler un peu le pansement Corbeil qui, vous le verrez quand on va le détailler, mais porte très mal son nom parce qu'en fait, c'est pas du tout un pansement, mais c'est plus un moyen de tenir au contact de la plaie, la couche de contact, euh, notamment sur des plaies qui sont situées à des endroits qui sont pas pratiques, par exemple au niveau de l'aine, sur la face latérale, au niveau d'une cuisse, etc. Donc, on commence tout d'abord par quelques généralités. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plaie? Parce qu'on est obligé de passer par des définitions aussi d'ordre général. Donc, une plaie, c'est une effraction du revêtement épithélial. La cicatrisation, au sens large du terme, c'est la réponse du corps visant à restaurer l'intégrité structurelle et fonctionnelle d'un tissu. Et dans le cas particulier des plaies, la cicatrisation d'une plaie correspond à la restauration de la continuité de la surface épithéliale. Et vous, quand vous allez prendre en charge une plaie, votre objectif, ça va être d'obtenir une cicatrisation la plus rapide possible dans le but de diminuer la douleur pour l'animal et surtout de prévenir l'infection. On passe maintenant à la classification de ces plaies, classification qui, comme je vous l'ai dit en introduction, est extrêmement importante à avoir en tête parce que de cette classification va découler la gestion et la prise en charge des plaies. Donc on classe les plaies selon d'abord leur origine, leur nature lésionnelle, leur aspect,
Comme je vous l'ai dit, origine, nature lésionnelle et aspect, ça va permettre de déterminer des caractéristiques bactériologiques de la plaie. Et puis enfin, on peut également les classer selon le stade de cicatrisation. Là, je vais refaire quelques rappels. Je pense que c'est des choses que vous savez déjà, mais on va quand même prendre un petit peu de temps pour faire quelques rappels, notamment parce que en fonction du stade de cicatrisation, on va avoir différents pansements. Donc tout d'abord, l'origine de la plaie. Donc on distingue les plaies chirurgicales des plaies accidentelles. Donc les plaies chirurgicales, c'est celles qui découlent d'une intervention. Donc on fait une incision cutanée, on suture la plaie. Donc ça, c'est des plaies pour lesquelles on va absolument pas parler parce que c'est pas pour ça que vous allez être appelé vous à domicile. Mais on va parler des plaies accidentelles. Parmi les plaies accidentelles, on a différentes natures lésionnelles. Tout d'abord, on a des plaies d'abrasion. Les plaies d'abrasion, c'est des plaies où on a juste une atteinte épithéliale superficielle. Donc, vous n'avez pas d'atteinte des tissus sous-jacents. Vous avez ensuite des plaies de morsure. Les plaies de morsure, c'est des gestions qui sont bien particulières parce que, comme vous le savez, la bouche d'un chien, la bouche d'un chat, c'est plein de bactéries. Donc, forcément, quand il y a une morsure, il y a directement inoculation de germes. Et très souvent, on passe même pas, on va le voir tout à l'heure, les plaies en fonction du délai entre le déroulé de la plaie et la prise en charge. La plaie évolue dans un stade contaminé puis infecté. Là, la plaie de morsure, on peut directement considérer que c'est une plaie qui est infectée. La piqûre, donc ça c'est par exemple sur cette radio là, vous voyez qu'il y a juste un animal qui a une petite aiguille, donc c'est juste une petite incision, mais qui peut être assez profonde. La coupure ou les plaies de lacération, c'est quand on a des plaies avec une incision tranchante, cutanée, plus ou moins profonde, qui peut concerner aussi les tendons et les muscles. La plaie de d'égantage, typiquement, c'est l'animal qui a eu un accident de la voie publique et qui s'est fait traîner sur la route, où du coup vous avez une perte majeure de peau et des tissus sous-jacents. Plaie de d'égantage, ça va être important de, souvent, si vous avez juste une perte majeure de peau, essayer de les suturer en urgence et pas de laisser évoluer par seconde intention. Parce que même si vous suturez en urgence, il se peut qu'il y ait une partie qui va nécroser, mais au moins vous avez quand même un espoir qu'il y a une partie qui reste parce que vous allez mettre au contact la plaie avec le tissu sous-jacent. Les ulcères de décubitus, donc ça c'est les escarres, au niveau des points de pression sur les animaux qui sont en décubitus latéral et qui se lèvent très peu. Les plaies de brûlure, là aussi, c'est vraiment des plaies qui sont particulières. Je ne vais pas le traiter là parce que pour moi, c'est vraiment un sujet bien à part. Et si vous voulez, on pourra faire une présentation juste dédiée à la prise en charge de ces plaies de brûlure parce que quand vous avez une brûlure, en fonction déjà du degré de brûlure, vous avez des lésions microvasculaires qui sont plus ou moins importantes, ce qui fait que vous, quand vous arrivez sur place à domicile sur un animal qui vient juste de se faire brûler, vous avez l'impression que la plaie, bon bah, elle est telle qu'elle, mais en fait, elle va évoluer et elle va s'empirer au fil des jours parce que ces dégâts microvasculaires, ils vont être de plus en plus importants. Donc ici, pardon, je vous ai un peu loupé, mais ça, c'est une plaie de lacération typique. Et là, vous avez une plaie contuse suite à un animal enfin, qui s'est pris des coups de fusil ou avec plus ou moins aussi des plaies perforantes. Donc une fois qu'on a ces natures lésionnelles bien en tête, on peut aussi les classer, les plaies, en fonction de leur aspect. Et là, on distingue les plaies simples, des plaies composées et des plaies pénétrantes. Les plaies simples, c'est des plaies superficielles pour lesquelles vous avez juste une atteinte des tissus cutanés et sous-cutanés. Ces plaies, elles ont la caractéristique d'avoir des bords nets et réguliers, donc c'est typiquement les plaies de lacération qui sont superficielles. À ces plaies simples, on oppose les plaies composées qui, elles, vont être plus profondes, où on a non seulement les tissus cutanés et sous-cutanés qui vont être atteints, mais aussi les tissus sous-jacents, muscles, tendons, os, nerfs et vaisseaux. Et enfin, on a aussi des plaies pénétrantes pour lesquelles on a une communication entre la peau et les cavités naturelles, abdomen, thorax. Je ne vais pas parler de ces plaies pénétrantes ou suspicion de pénétrantes dans cette présentation parce que typiquement, quand vous avez une plaie au niveau du thorax, notamment une plaie de morsure, une plaie abdominale, quand vous suspectez une perforation, il va de soi qu'il faudra envisager une exploration chirurgicale. Et donc, du coup, ça dépasse un peu juste la prise en charge à domicile. Mais si vous voulez, on pourrait aussi en discuter lors d'une prochaine présentation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, en fonction de la nature et de l'étiologie de la plaie, on peut
en déduire les caractéristiques bactériologiques de celle-ci. Et là, il va falloir bien distinguer la contamination de l'infection. Quelques rappels du coup de définition. La contamination, c'est juste quand vous avez présence de germes sur une surface ou au sein d'un tissu. La colonisation, c'est quand vous avez réplication de ces germes présents sur une surface ou sur un tissu. Et l'infection, c'est quand vous avez une invasion et une réplication des germes dans les tissus jusqu'à obtenir une charge bactérienne qui dépasse les 10 puissance 5 unités formant colonie par gramme de tissu. Alors cette quantité, enfin ce chiffre de 10 puissance 5 UFC par gramme de tissu, il est très difficile à objectiver. Mais globalement, c'est la définition qui est donnée de l'infection dans la plupart des textbooks. Et là, en fait, pour déterminer si vous avez une plaie qui est contaminée ou infectée, et aussi pour moduler la prise en charge, c'est le délai entre le traumatisme et vous, votre arrivée sur place à domicile, qui va être le plus important. Entre 0 et 6 heures, on estime qu'on a juste une contamination de surface, donc une contamination qui est minime. Entre 6 et 12 heures, là, on peut considérer qu'on a une plaie qui est contaminée, peu importe la nature lésionnelle. Mais au-delà de 12 heures, on a une plaie infectée. Ces seuils de 6 sont à moduler en fonction de l'importance des contaminations macroscopiques, de la qualité des tissus et des traitements éventuellement mis en place. Je m'explique. Importance des contaminations macroscopiques, on l'a vu tout à l'heure. Si on a une plaie de morsure, très souvent, on pourra quasiment systématiquement considérer que c'est une plaie infectée. En tout cas, il ne faudra pas attendre 12 heures pour considérer que c'est une plaie infectée. Forcément, quand vous avez des tissus qui sont dévitalisés, ça va favoriser la prolifération bactérienne, donc vous allez avoir une plaie qui va être infectée beaucoup plus rapidement que ce seuil de 12 heures. Et si vous mettez en place une antibiothérapie dans un délai relativement rapide, euh, peut-être qu'on arrivera à être dans le cadre d'une plaie infectée dans un délai qui est au-delà de 12 heures. Mais retenez les seuils généraux de 0 à 12 heures et je pense de 6 à 12 heures. Et c'est globalement ce qu'on vous apprend à l'école également. Et enfin, quatrième moyen de classer une plaie qui est extrêmement importante et sur lequel on revient à chaque fois quand on fait des topos sur les plaies, c'est le stade de cicatrisation. Je vous rappelle, la cicatrisation se déroule selon 3 phases cellulaires qui se chevauchent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout considérer que une phase se déroule l'une après l'autre et que quand on passe en phase proliférative, on n'est plus en phase inflammatoire, etc. Donc ces 3 phases sont les phases inflammatoires, proliférative et de remodelage. Globalement, la phase inflammatoire, elle se divise en 2 sous-phases. Une phase vasculaire, en général, celle-ci, vous la voyez pas du tout, parce qu'elle se déroule dans les minutes qui suivent la plaie. Là, vous avez une vasoconstriction locale, une activation et une agrégation des plaquettes, la cascade de coagulation qui se met en place et donc un caillot de fibrine qui se forme. Donc la prise en charge quand vous intervenez éventuellement juste au moment où la plaie se fait, bah, vous comprimez de façon à activer la cascade de coagulation. Mais ça, en général, vous n'allez pas arriver sur place chez le propriétaire à ce stade-là. En général, vous arrivez à la deuxième sous-phase de la phase inflammatoire, qui est la phase de détertion, où là, cette fois-ci, on a un apport sanguin et cellulaire par vasodilatation. C'est une phase qui est dominée par les polynucléaires neutrophiles bactéricides et qui permet un nettoyage de la plaie. Macroscopiquement, vous avez les 4 signes phares de l'inflammation: rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur. Puis monocytes sanguins qui se transforment en macrophages tissulaires qui vont permettre d'éliminer les contaminants. Ensuite, on passe à la phase proliférative qui est là encore divisée en 2 sous-phases. La phase de granulation caractérisée par une angiogénèse, création d'un nouveau vaisseau microvasculaire, un apport d'oxygène et de nutriments, ce qui va permettre de faire migrer les fibroblastes et le collagène qui va commencer à être synthétisé. Puis une phase d'épidermisation où vous avez une contraction de la plaie et une diminution de la taille de la plaie, secondairement la formation des myofibroblastes à partir de ces fibroblastes, sachant que cette contraction de la plaie, elle se fait très souvent depuis la périphérie chez le chien, mais on parle aussi d'une épidermisation qui peut être centripète chez le chat, donc depuis le centre vers la périphérie.
Et enfin, dernière phase, c'est la phase de remodelage qui là va durer de 12 à 18 mois, pour laquelle en général vous n'avez pas de prise en charge particulière à faire. Et donc on parlera relativement peu de cette phase de remodelage dans cette présentation. Pour vous remettre un petit peu les choses au clair sur à quoi ressemble une plaie en phase de détertion. Donc vous voyez ici une plaie typiquement en phase de détertion ou alors je dirais détertion-granulation parce que on commence quand même à avoir un tissu de granulation qui est un peu rose pâle, mais vous voyez par endroits que vous avez des dépôts jaunâtres de fibrine. Et donc ça correspond typiquement à une phase de détertion. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est rare qu'on ait chaque phase qui s'ensuit, mais toutes les phases se chevauchent un peu. Là, par contre, vous avez une plaie qui est en phase de granulation au centre, un joli tissu de granulation. On peut imaginer qu'à mon avis, si on insiste dans ce tissu, c'est un tissu qui saigne relativement facilement. Et vous voyez que en périphérie, on a un début d'épidermisation avec cette contraction de la plaie depuis la périphérie vers le centre. Maintenant qu'on a fait cette présentation, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et parler de la gestion des plaies à proprement parler. Quand vous êtes appelé pour une plaie, en urgence, votre objectif, c'est réduire la charge microbienne et prévenir les contaminations futures. Donc, première chose à faire, c'est de l'analgésie avec ce que vous avez. Morphine, en général, un morphinique, c'est mieux. Donc, morphine, méthadone, éventuellement fentanyl si vous voulez vraiment un tout petit peu aussi le tranquilliser et puis faire vos soins en même temps. Si besoin, même, vous devez anesthésier, tranquilliser votre animal. Une fois que vous avez tranquillisé, fait une analgésie appropriée, vous tondez largement. N'hésitez pas à faire une tonte large et vous nettoyez l'environnement de la plaie. L'objectif là, c'est d'éviter les contaminations futures et l'infection future de la plaie. Et troisième chose importante à faire, c'est irrigation et rinçage abondant. Et là, c'est vraiment important d'avoir en tête que c'est pas tant ce que vous allez utiliser pour rincer ou irriguer qui est important, mais c'est vraiment le volume. Donc, vous pouvez avoir dans votre petit kit du sérum physiologique stérile. Si vous n'en avez pas, euh, tous les propriétaires aujourd'hui sont équipés d'une douche. Donc, n'hésitez pas à prendre votre animal, vous le mettez sous la douche et vous pouvez laver abondamment à l'eau courante. C'est vraiment, vraiment le volume qui prime. Et ensuite, en fonction des conditions qu'on va détailler plus tard, vous gérez la plaie selon deux modalités différentes, on va dire, soit par première intention, c'est-à-dire qu'on va envisager une fermeture de la plaie, et si on envisage une première intention, on ne met pas d'antibiotiques, soit une seconde intention, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un pansement et là, on va commencer une antibiothérapie large spectre, par exemple l'ampicilline sulbactam à 20-30 mg kg. Commencez par la voie intraveineuse parce que si vous pouvez, si vous avez la possibilité de mettre un cathéter, si vous avez posé un cathé, pourquoi pas. Sinon, vous vous contentez d'une prise orale. Et cette première ou cette seconde intention, elle est plus ou moins associée à un parage. Et là, ça va être important du coup de bien distinguer les différentes modalités et de bien distinguer les seuils dont je vais vous parler juste après. Pour rappel, parce que ça, très souvent, on l'oublie, vous avez trois modalités de gestion des plaies. La première intention, la seconde intention et la troisième intention, qui est également appelée la première intention retardée. La première intention, c'est la fermeture de la plaie et la cicatrisation par apposition des berges de la plaie par suture ou agrafe. Pour envisager une fermeture et une cicatrisation par première intention, il faut absolument que la plaie respecte plusieurs conditions. Il faut que ce soit une plaie aseptique, sans corps étranger et sans tissu dévitalisé. Donc sur cette plaie-là, oubliez une première intention, c'est inenvisageable. Il faut que ce soit une plaie non contuse, avec une hémostase parfaite et un affrontement bord à bord, sans tension. Donc typiquement, cette plaie-là, c'est une plaie de lacération nette, où vous voyez quand on appose les berges de la plaie, il n'y a pas de tension. Cette plaie-là, elle est tout à fait fermable par première intention. Par contre, si un de ces critères n'est pas respecté, vous oubliez la première intention et vous envisagez une cicatrisation, une fermeture par seconde intention. La seconde intention, c'est quand on envisage une fermeture et une cicatrisation naturelle
par contraction et épithélialisation, pardon. Donc, on va faire évoluer la plaie selon les différentes phases de cicatrisation, les différents stades de cicatrisation qu'on a vus juste avant, détertion, granulation, épidermisation, maturation, etc. Donc, c'est un processus qui va être beaucoup plus long. Et là, on va envisager des pansements interactifs, dont on va parler juste après. Et vous voyez que cette plaie-là, dont on parlait tout à l'heure, qui a des caractéristiques à la fois de granulation et d'épithélialisation, on peut décider de continuer à faire une deuxième intention et d'utiliser des pansements interactifs avec une première couche de contact, ici un hydrocolloïde, l'algoplaque, on va en parler plus tard, et une couche secondaire et tertiaire avec de la ouate et de la bande crêpe pour maintenir le pansement, la couche primaire au contact de la plaie. Mais aussi, on peut, à partir de ce stade-là, envisager une troisième intention, c'est-à-dire une première intention retardée, où là, on va fermer la plaie au-dessus du tissu de granulation. Par exemple, cette plaie-là, on peut imaginer que c'est une plaie que on a réussi à obtenir cet aspect-là après une première évolution sous pansement. Et cette plaie-là, elle est semblable à une plaie chirurgicale, elle est aseptique, on peut obtenir un affrontement des berges bord à bord sans aucun souci. Donc, on peut décider à ce moment-là de la fermer par troisième intention. Je vous ai dit dans la gestion des plaies, donc vous, quand vous êtes appelé pour la première fois sur un animal qui s'est fait une plaie, globalement, votre question, enfin, vous devez vous poser la question, OK, est-ce que je fais une première intention ou est-ce que je fais une deuxième intention? Et je vous ai dit, plus ou moins associé à un parage. Le parage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que j'insiste notamment sur la nécessité quasi systématique peut-être de tranquilliser votre animal pour réaliser votre parage euh, tranquillement. Le but du parage, ça va être d'éliminer tous les tissus morts ou nécrosés, les caillots sanguins, les corps étrangers, et ça va vous permettre d'accélérer toute la cicatrisation. Et en fait, là, c'est extrêmement important de distinguer deux cas, les plaies récentes qui datent de moins de 12 heures et les plaies anciennes qui datent de plus de 12 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour tout ce qui est plaies récentes, moins de 12 heures, on l'a vu, les plaies de moins de 12 heures, c'est des plaies qui sont contaminées. Et là, si on envisage un parage, c'est un parage total. Donc, vous transformez une plaie à caractère anaérobie en une plaie à caractère aérobie. À la fin du parage, la plaie doit être propre, non contaminée, à caractère aseptique, aérobie et suturable, et elle est comparable à une plaie chirurgicale. Ce parage total, globalement, c'est un parage où vous êtes forcément amené à faire saigner un tout petit peu, donc peut-être pas l'idéal sur une prise en charge à domicile, quoique vous allez voir qu'on a quand même des pansements qui sont capables de faire de la détertion et qui ont un peu des propriétés hémostatiques, donc c'est tout à fait des pansements qui peuvent être appropriés sur des plaies récentes sur lesquelles il y a eu des parages totales. Mais surtout, passé 12 heures, vous faites un parage sans saignement. Et ça, c'est extrêmement important. Passé 12 heures, vous passez à une plaie qui est infectée. Si vous faites saigner, vous allez disséminer les bactéries dans la circulation sanguine et vous risquez d'avoir là des complications septiques, mais qui vont se manifester d'un point de vue clinique. Il n'y aura pas juste quelque chose de local. Donc le parage sans saignement, c'est enlever les corps étrangers, vous retirez les tissus nécrotiques de façon régulière et surtout, donc on ne suture pas, on envisage une cicatrisation par seconde intention. Voilà. Donc, en pratique, comment choisir? C'est très difficile d'avoir une recette toute faite. Il faut vraiment adapter au cas par cas et considérer la fermeture de la plaie en fonction de tous les facteurs déjà cités. La chronologie, la contamination, les lésions, le débridement, la vascularisation, les tensions. Globalement, ce que je vous ai dit, c'est entre 0 et 6 heures, vous avez juste une contamination de surface. Entre 6 et 12 heures, une plaie contaminée et au-delà de 12 heures, une plaie qui est infectée. Donc, pour une plaie qui est récente, qui date de moins de 12 heures, envisager un parage total et envisager une gestion par première intention avec une fermeture de plaie sans mise en place d'antibiothérapie. Au-delà de 12 heures, si le traumatisme date de plus de 12 heures, oubliez la fermeture par première intention, oubliez le parage total, vous faites un parage partiel sans saignement, et là vous passez à une gestion par seconde intention avec des pansements interactifs et une antibiothérapie.
Le vif du sujet maintenant, quid des pansements qui sont utilisables pour faire une cicatrisation et une gestion par seconde intention. L'objectif, quand vous utilisez des pansements, ça va être de protéger la plaie et de favoriser l'évolution. Autrefois, on utilisait des techniques qu'on appelait on faisait ce qu'on appelait du wet to dry, c'est-à-dire que globalement, on mettait des compresses humidifiées au contact de la plaie directement. Et à chaque changement de pansement, on retirait les compresses, qui du coup, ça séchait. Ça permettait en même temps de faire un parage. Mais sauf que c'est un parage qui est absolument pas sélectif. Et comme on l'a vu, chaque phase se superpose. Ça veut dire que si vous avez globalement une plaie qui à la fois est en granulation et en détertion, bah, certes, vous parez tout ce qui est en détertion, mais vous abîmez aussi votre tissu de granulation. Donc, le wet to dry, on oublie. Et maintenant, on passe au pansement interactif. Enfin, quoique le wet to dry, je vais un peu moduler aussi mes propos là, parce que parfois sur des plaies, enfin, je vous précise tout ça juste après. Mais là, vous avez donc ensuite deux types de pansements. Des pansements pro-inflammatoires qui vont favoriser la détertion et le comblement par bourgeonnement, et des pansements non inflammatoires et non adhérents qui favorisent l'épidermisation. Et globalement, là, ça va être extrêmement important à chaque fois que vous envisagez une prise en charge par seconde intention et la mise en place de pansements, vous devez vous poser trois questions. Première question, c'est quelle est la phase de cicatrisation? Parce que vous allez voir, en fonction du stade de cicatrisation, on a différents pansements qui sont utilisables. Deuxième question, est-ce que vous avez une plaie exsudative ou non? Et si elle est exsudative, est-ce qu'on a un exsudat qui va être abondant ou pas? Ça, c'est extrêmement important de se poser cette question parce que ça conditionnera la capacité d'absorption du pansement. Troisième question, c'est est-ce qu'on fait un parage ou pas? Si oui, on fait toujours un parage partiel parce qu'on envisage une cicatrisation par seconde intention, sans faire saigner, sauf quand on décide de passer à une gestion par troisième intention, où là on fait un parage total pour ramener la plaie à une plaie chirurgicale et on envisage ensuite une fermeture. Donc premier type de plaie pour lesquelles vous allez peut-être être amené à intervenir, soit bah, en général parce que globalement peut-être la plaie date de plus de 12 heures, c'est les plaies qui sont en phase de détertion. Euh, et donc là, quelques photos de plaies en phase de détertion, juste pour que vous vous rappelez, enfin, mais je pense que ça, vous en avez tous vu, cette plaie de brûlure sur un dalmatien, cette plaie de dégantage sur un autre animal suite à un accident de la voie publique, où vous voyez que sur chacune de ces plaies, on a potentiellement, oui, un début de tissu de granulation, mais surtout, on voit que la plaie, elle n'est pas propre. Vous avez des plaies plus ou moins exsudatives. Celle-ci, vous voyez que sur la photo, ça brille un peu, donc on peut imaginer qu'il y a quand même une petite collection inflammatoire qui est à l'origine de ce petit luisement là sur la photo. Pour ces plaies en phase de détertion, vous avez quatre grands types de pansements qui sont envisageables. L'hypertonique salée, les alginates, les hydrodétersifs et les hydrocolloïdes. Hypertonique salé, facile, vous utilisez des compresses et de l'hypertonique salé, donc ça c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait pour le wet to dry, mais réservez vraiment l'hypertonique salé quand vous êtes au tout début de la prise en charge d'une plaie, quand vous avez une plaie qui est vraiment très contaminée, qui est infectée, et que là vous cherchez vraiment à être agressif dans la prise en charge. Les alginates, vous avez donc le Kendall calcium alginate qui se présente sous forme de plaques. L'urgocline, qui est un hydrodétersif. L'avantage de l'urgocline, c'est qu'il se présente sous deux formes, soit sous forme de mèche, soit sous forme de plaque. L'avantage de la mèche, c'est que pour les plaies qui sont anfractueuses ou les plaies cavitaires, par exemple, secondairement à un abcès, la mèche, vous pouvez faire en sorte euh, qu'elle soit, vous la fourrez directement dans le trou, la lésion cavitaire, pour qu'elle soit au contact direct de la plaie. La plaque, vous pouvez l'utiliser que sur une surface qui est relativement plane. L'algoplaque, enfin, hydrocolloïde, qui se présente sous deux formes, soit sous forme de plaque, soit sous forme de pâte. La pâte, encore une fois, très utile pour les plaies anfractueuses. Donc, tous ces pansements, vous pouvez les utiliser pour les plaies qui sont en phase de détertion. L'hypertonique salée et les hydrodétersifs pour des plaies très contaminées et infectées. Les alginates, je vous l'ai dit,
des plaies hémorragiques ou des plaies infectées. Donc, par exemple, quand vous faites un parage, quand vous avez un petit saignement, là, vous pouvez envisager d'utiliser des alginates. Et l'algoplaque, attention, oubliez l'algoplaque si vous avez des plaies qui sont très exsudatives, sèches, mais c'est plutôt à réserver pour des plaies sèches ou nécrotiques. Pourquoi? Parce que ce qui va permettre de faire la distinction globalement entre ces différents pansements, c'est la capacité d'absorption du pansement. Et donc là, c'est la deuxième question. Donc première question, c'est quel est le stade de cicatrisation? Deuxième question, c'est caractère exsudatif ou non de la plaie. Et là, envisager un hypertonique salé, des alginates ou des hydrodétersifs si vous avez une plaie qui est très exsudative. Par contre, oubliez l'algoplaque si vous avez des plaies qui sont très exsudatives. On l'utilise plutôt sur des plaies qui sont moins exsudatives. La fréquence de changement, euh, partez systématiquement à partir de la mise en place d'un pansement sur un prochain changement de pansement à 24 heures. Et c'est extrêmement important de vous dire que la fréquence de changement, elle est conditionnée par le pourcentage de saturation de votre pansement, de votre couche de contact. C'est-à-dire que vous prenez la couche de contact quand vous refaites le pansement, vous vous demandez à quel point cette couche de contact, elle est saturée. Si elle est saturée à 100%, envisagez du coup, si vous avez par exemple utilisé un algoplaque, envisagez un pansement qui est plus absorbant, ou bien faut envisager exactement le même type de pansement, mais à nouveau, vous revoyez l'animal, ou vous demandez, vous dites au propriétaire, faut revoir l'animal, faut qu'il soit revu par le vétérinaire traitant au bout de 24 heures. Si par contre vous avez un pourcentage de saturation qui est bien moindre, vous pouvez soit espacer les changements de pansement, soit passer à un autre type de pansement, un algoplaque, et notamment quand vous avez une plaie qui est à la fois en phase de détertion et de granulation, l'algoplaque, c'est vraiment l'idéal. Je vais quand même faire un petit aparté sur le miel, parce qu'on entend beaucoup parler du miel. Et effectivement, je pense que c'est pour vous un bon outil à avoir dans votre voiture, parce que surtout sur les plaies qui sont en phase de détertion, ça peut être très utile. Mais là encore, je module mon propos parce que pas n'importe quel miel. L'avantage du miel, c'est qu'il a des caractéristiques hyperosmotiques, hypertoniques. Il va drainer les exsudats des tissus sous-cutanés vers la surface de la plaie, ce qui va permettre de faire une dessiccation des micro-organismes, de faire une détertion et de réduire l'œdème. Le miel contient aussi une enzyme qui catalyse la production de peroxyde d'hydrogène, donc il va, à partir de glucose, donc il va avoir des propriétés antibactériennes. Et en plus, il va favoriser la synthèse du collagène en accélérant la maturation et en maintenant un pH optimal à activité fibroblasique. Euh, donc, le miel favorise le débridement, réduit l'œdème et l'inflammation, soutient la formation du tissu granulation et l'épidermisation. Bref, on se dit que le miel, c'est vraiment la solution miracle. Mais l'utilisation la plus efficace, c'est vraiment en phase inflammatoire pour les plaies en phase de détertion et les plaies contaminées. Ça, il y a des études qui l'ont prouvé. Donc, passer la phase de granulation, à partir du moment où on a une plaie en phase de granulation, oubliez le miel. Je vous ai dit le miel, oui, mais pas n'importe lequel. Donc, la plupart des études ont porté sur le miel de Manuka. C'est un miel qui a des très bons effets cicatriciels, notamment parce qu'il a des propriétés antibactériennes uniques qui sont liées à une molécule qu'on retrouve uniquement dans le miel de Manuka, qui est le méthylglycoxal, dioxal, pardon. C'est un miel qui est particulièrement efficace contre les biofilms. Ça a été prouvé dans des études. Donc, assez bénéfique sur tout ce qui est plaie chronique. Et vous avez aussi des préparations spécifiques de miel médicinal non pasteurisé. Et c'est là où je veux en venir. Vraiment, faites attention au miel alimentaire. Vous avez certains miels alimentaires qui peuvent être très bénéfiques, notamment tout ce qui est miel à base de thym. euh, et qui ont montré des propriétés antibactériennes qui étaient même bien supérieures au miel de Manuka. Mais vous avez des études aussi qui ont montré qu'il y avait pas mal de miel alimentaire qui était contaminé. Donc forcément, si vous mettez au contact de la plaie un élément qui est contaminé, vous vous imaginez bien que ça va pas favoriser la cicatrisation et que, voire même, vous allez empirer les choses. Donc, attention vraiment au miel que vous utilisez. Si vous utilisez du miel alimentaire, préférez le miel de thym, préférez des miels locaux ou voire des miels qui sont produits dans l'Union européenne, mais pas n'importe lequel. Et si vous voulez vraiment être sûr, miel de Manuka, mais c'est relativement cher, c'est relativement onéreux, ou bien vous utilisez des
des préparations spécifiques de miel médicinal non pasteurisé. En pratique, si vous utilisez du miel alimentaire ou du miel de Manuka, vous l'appliquez directement au contact de la plaie, vous mettez au-dessus des compresses sèches, par-dessus un bandage absorbant parce que le miel va avoir un effet hyperosmotique et va permettre de faire une dessiccation de tous les tissus. Donc vous allez avoir une absorption par les compresses que vous mettez au-dessus et par le bandage absorbant au-dessus. Et vous pouvez être amené sur des plaies qui sont très exsudatives à le changer jusqu'à 3 fois par jour. Donc là, vous pouvez même dire aux propriétaires de ne pas hésiter à le changer 3 fois par jour si eux, ils ont chez eux du miel à partir du moment où vous avez validé le miel qu'ils avaient, ou bien vous pouvez les changer quotidiennement. Donc voilà pour tout ce qui est plaie en phase de détertion. Donc ce que je conseille, moi, pour tout ce qui... Enfin, après, je vous conseillerais globalement ce que je vous conseille d'avoir dans votre voiture pour la gestion à domicile, pour ça vous permettre de gérer quasiment toutes les plaies. Pour les plaies en phase de granulation, je vous le rappelle, donc c'est des plaies où globalement on a un joli tissu de granulation, on n'a plus cet aspect jaunâtre. En général, on a beaucoup moins d'exsudat. Cette plaie-là, c'est une plaie qui fait suite, la plaie que vous avez ici, c'est une plaie qu'on a fait évoluer par seconde intention et qui, de la phase détersive, on est passé là à une phase de granulation. Et là encore, vous avez différents types de pansements. Les hydrocolloïdes, les hydrogels et des pansements non adhérents ou du tulle gras. Hydrocolloïdes, l'algoplaque toujours, plaque-pâte, ça c'est vraiment, je pense que si vous avez un message à retenir, l'algoplaque, vous ne pouvez pas vous tromper, que la plaie soit en phase de détertion ou en phase de granulation, vous pouvez l'utiliser. Donc ça c'est vraiment l'avantage sur des plaies qui évoluent petit à petit, qui sont pas très exsudatives et sur lesquelles vous avez une superposition entre détertion et granulation. Les hydrogels, là vous avez tout ce qui est curagel et hydrogel. C'est des pansements que vous pouvez utiliser sur des plaies en phase de granulation et en phase d'épithélialisation. Attention, aucune capacité d'absorption. Donc n'allez pas l'utiliser sur des plaies qui sont encore un peu exsudatives, mais vraiment à réserver sur des plaies sèches. Et vous avez aussi des pansements non adhérents du type Telfa ou Urgotube, là encore utilisables sur des plaies en phase de granulation ou d'épithélialisation avec une capacité d'absorption qui est très variable. Euh, le tulle gras, j'aurais tendance à dire, laissez-le de côté pour tout ce qui est gestion à domicile, parce que c'est vraiment une gestion un peu particulière pour des plaies juste en phase de granulation, mais attention, parce que le tulle gras, c'est une couche de contact qui est un peu quadrillée, et donc si vous faites bourgeonner, bah, les bourgeons, ils passent au travers du quadrillage, et donc quand on vient retirer le tulle gras, on vient aussi abîmer le tissu de granulation, donc c'est vraiment pas l'idéal, donc j'aurais tendance à vous dire, oubliez pour la gestion à domicile. Pour, voilà, ça c'était pour les plaies en phase de granulation. Et enfin, pour les plaies en phase d'épidermisation, où là, pour rappel, pour vous les mettre bien en tête, vous avez des plaies qui combinent un peu de la granulation et de l'épidermisation en périphérie. Et là, vous avez juste un seul type de pansement, qui est les pansements non adhérents, Telfa, Mélolin, qui ont une capacité d'absorption, là encore, très variable, avec une fréquence de changement de 4 jours. Mais encore une fois, pour la fréquence de changement des pansements, il n'y a aucune règle. Plus vous avancez dans les stades de cicatrisation, plus vous pouvez vous permettre d'espacer la fréquence de changement des pansements parce que vous avez une plaie qui devient de moins en moins exsudative. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de garder les pansements interactifs le plus longtemps au contact de la plaie. Donc, si globalement, je devais résumer, vous, ce que vous devez avoir dans votre trousse pour la gestion de à peu près toutes les plaies, je pense que c'est bien d'avoir du miel pour les plaies en phase de détertion, mais en tout début de la phase de détertion. Où en plus, ça vous permet aussi de impliquer le propriétaire dans la gestion. Mais là, juste pour la phase de détertion, passer la phase de détertion ou quand on a un début de granulation, on oublie le miel. C'est bien d'avoir un Urgoclean, donc un hydrodétersif. Préférez la mèche que la plaque, comme ça vous pouvez l'adapter à tous les types de plaies, que ce soit des plaies caviteuses ou pas. Donc l'avantage de l'Urgoclean, c'est que vous pouvez l'utiliser, donc là encore sur tous les types de plaies, et puis capacité d'absorption qui est assez importante là aussi. Troisième type de pansement, c'est l'algoplaque, que vous allez pouvoir utiliser à la fois
en phase de détertion sur des plaies qui sont plus sèches, mais aussi en phase de granulation. La plaque, à mon avis, suffit largement. Et quatrième type de pansement, c'est tout ce qui est Telfa que vous allez pouvoir utiliser, donc pansement non adhérent, que vous allez pouvoir utiliser à la fois en phase de granulation et en phase d'épithélialisation. Voilà pour les 4, à mon sens, couches de contact qui sont pertinents à avoir pour la gestion à domicile. Quid des complications? Donc parfois, en fait, quand vous faites évoluer par seconde intention, vous allez avoir notamment certaines plaies qui vont surgranuler. Typiquement cette plaie-là, où vous voyez qu'on a un hyperbourgeonnement avec un tissu de granulation qui vient un peu déborder sur les bords de plaie. Sur ces plaies-là, il ne faut pas hésiter à ajouter des corticoïdes directement en pommade, au contact direct de la plaie, et vous rajoutez par-dessus un pansement non inflammatoire, non adhérent, un Telfa par exemple, c'est l'idéal. On se pose toujours la question, est-ce qu'on met des antibiotiques ou est-ce qu'on n'en met pas? Sur la première intention, non, oubliez. Oui, quand vous envisagez une seconde intention, mais par contre, vous arrêtez dès que la plaie elle passe en phase de granulation, parce que ça a été prouvé que vous sélectionnez les résistances si vous poursuivez l'antibiothérapie après passer la phase de granulation. Et enfin, je vais vous détailler un petit peu la mise en place des pansements corbeilles, parce que très souvent, on voit des pansements corbeilles, enfin, j'en ai assez souvent vu des pansements corbeilles qui étaient mal faits. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un pansement qui porte mal son nom parce que c'est pas du tout une couche de contact. Autant sur une extrémité, on se dit qu'on va pouvoir mettre une couche de contact plus un petit bandage pour faire un espèce de gant de boxe et puis on va dire au propriétaire, bah voilà, il faut protéger le pansement pour éviter qu'il soit souillé lors des sorties. Autant sur un thorax ou sur un abdomen, on peut faire un bandage tout autour de façon circonférentielle autour du tronc. Autant quand, comme je vous l'ai dit, quand on a une plaie au niveau de l'aine, sur la face latérale supérieure de la cuisse, là c'est beaucoup plus difficile de faire tenir la couche de contact. Et donc là, on va choisir d'utiliser le pansement corbeille. Euh, pour faire un pansement corbeille, c'est très simple. Il vous faut du fil, il vous faut des compresses, une couche de contact adaptée, et il faudra par contre tranquilliser un tout petit peu l'animal. Le principe de la mise en place des points d'attache, donc un pansement corbeille, c'est globalement des points d'attache et que vous mettez en place, c'est pour ça que vous avez besoin de sédater votre animal. Et ce qui est extrêmement important à retenir, et c'est là où très souvent il y a des erreurs qui sont faites, c'est que ces points d'attache, ils doivent passer épiderme-derme, mais surtout ressortir dans les berges de la plaie. Pourquoi? Parce que si vous faites des points d'attache qui sont parallèles aux berges de la plaie, globalement, quand vous allez passer votre fil, on va le voir juste après, au travers des points d'attache, quand vous allez ensuite serrer, vous allez avoir une lésion, enfin des lésions microvasculaires, des ischémies au niveau des bords de plaie, et qui plus est, quand vous allez serrer, ça va avoir tendance à everser vos bords de plaie. Donc vraiment un intérêt quand vous mettez en place ces points d'attache, de les faire ressortir au travers des berges de la plaie. Deuxième petit truc, tout ce qui est point d'attache, vous utilisez des fils monofilaments, résorbables ou non résorbables, on s'en fiche, mais monofilaments, pas tressés, en général du décimal 2, du décimal 3, donc du 3,0 ou du 2,0. Et pour tout ce qui est ensuite passage au travers des points d'attache, vous pouvez utiliser n'importe quel fil, tressé, monofilament, résorbable, irrésorbable. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'utiliser un fil qui soit de couleurs différentes que les points d'attache. Comme ça, quand vous refaites le corbeil, vous n'avez pas des risques de couper les points d'attache, alors que vous voulez juste couper les points qui servent à maintenir les compresses et la couche de contact au contact de la plaie. Donc en pratique, voilà cette magnifique plaie en phase de granulation, comme on l'a vu avant, qui est au niveau du naine. On se dit que la couche de contact, là, on ne sait pas comment la faire tenir. Donc on met en place des points d'attache qui passent épiderme-derme et qui ressortent au travers des berges de la plaie. Je me répète, mais je me dis qu'à la fin, ça va peut-être rentrer. En général, moi, j'aime bien faire un nombre pair de points d'attache en mettant un point d'attache d'un côté et puis un autre du côté opposé. Ça va me permettre de passer ensuite mon fil d'un côté et puis de l'autre côté et puis ensuite de changer de direction. Une fois qu'on a mis en place les points d'attache assez, enfin, un nombre suffisant pour que ensuite on puisse faire
un tissage avec l'autre fil. On met notre couche de contact. Là, on a choisi un Telfa directement au contact de la plaie. Donc, on a bien fourré au contact de façon à ce qu'il n'y ait aucun pansement interactif qui soit au contact de la peau saine. Une fois que vous avez mis la couche de contact, vous rajoutez des compresses. Voilà l'aspect une fois que vous avez mis vos compresses. Et puis ensuite, avec l'autre fil, vous passez au travers d'un point d'attache, vous piquez dans la compresse, vous passez au niveau du point d'attache opposé, vous repiquez dans la compresse et vous changez de direction, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez utilisé tous vos points d'attache. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, quand vous allez nouer, vous allez pouvoir serrer euh, sans entraîner une ischémie des bords de plaie. Et en plus, quand vous allez serrer, vous allez pouvoir rapprocher les berges de la plaie. Et donc, ça va vous permettre d'éviter d'avoir un écartement des berges de la plaie au fur et à mesure que vous avez votre cicatrisation par seconde intention qui va évoluer. Donc, pour conclure, différents types de plaies. Donc, les plaies chirurgicales aseptiques, je sais, vous n'allez pas du tout être confronté à ça, mais globalement, même si c'est bien quand même de s'en rappeler, parez pas, vous éliminez juste les caillots, vous lavez abondamment, je vous rappelle, c'est le volume qui prime, et fermeture par première intention. Si vous avez une plaie traumatique récente qui est juste contaminée, je vous rappelle, moins de 12 heures, à ce moment-là, vous envisagez un parage total, donc mise au net de la plaie, on fait saigner, et une fermeture par première intention si absence de tension. Si vous avez des tensions, vous faites quand même un parage total, mais vous envisagez une seconde intention dans un premier temps, avec un pansement, et éventuellement vous pouvez vous dire au propriétaire, bon bah voilà, on laisse un peu évoluer sous pansement, et puis potentiellement après, on pourra envisager une troisième intention avec un lambeau, une greffe. Si par contre vous êtes face à une plaie traumatique ancienne, infectée, plaie de plus de 12 heures, là, parage mais sans faire saigner, cicatrisation par seconde intention avec le pansement adapté au stade de cicatrisation, au caractère exsudatif ou non de la plaie, et vous fermez dès que possible. Là, le propriétaire ne vous sera que reconnaissant parce que globalement, vous allez raccourcir la cicatrisation d'une façon assez considérable. Et si vous ne pouvez pas fermer, il faudra envisager un lambeau ou une greffe, mais c'est toujours possible par troisième intention, à partir du moment où vous avez un joli tissu de granulation. Il va falloir bien gérer l'analgésie et la réalimentation. Des animaux qui sont sous-nutris vont mal cicatriser. Je pense que vous vous en souvenez, mais tous ceux qui sont en hypoalbuminémie, ils cicatrisent mal. C'est extrêmement important le parage, mais le parage judicieux. Soit vous parage net total, soit sans faire saigner. Et j'aurais tendance à dire que quand vous passez sur une cicatrisation par seconde intention, et quand vous voulez éviter un parage avec des saignements, il vaut mieux parer à minima que parer trop et éviter, et entraîner une colonisation avec une bactériémie, etc. Il va falloir respecter le déroulement naturel de la cicatrisation, d'où les... Là, je radote, mais je pense qu'on vous a déjà présenté ces différents stades de cicatrisation une foultitude de fois. Mais c'est extrêmement important de les avoir en tête parce que, d'une part, euh, c'est la base, et puis en plus, ça vous conditionne, vous, la prise en charge. Le pansement doit être choisi de façon judicieuse en fonction du stade de cicatrisation et du caractère exsudatif. Et surtout, ce qui va vraiment primer, c'est être patient et dire au propriétaire qu'il va falloir être patient, notamment quand on envisage une fermeture par première intention, par seconde intention. Voilà pour la petite présentation. Je ne sais pas s'il y a peut-être eu des questions en attendant, mais si jamais vous en avez qui arrivent, je suis complètement disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup, Margot, pour cette présentation. C'était trop cool, hyper clair, hyper complet. Il y a une petite question là de Sylvain qui vient de dire, on n'a pas parlé de drain. C'est à ajouter en dessous de la couche de contact s'il y a trop d'exsudation. Point d'interrogation. Alors, les drains, j'aurais tendance à dire, moi tout ce qui est drain, vous avez différents types de drains, des drains actifs, des drains passifs. Les drains passifs, moyennement fan, parce que c'est vraiment une porte d'entrée des germes. Et j'aurais tendance à dire que les drains oubliés dans la gestion à domicile. Je pense que c'est mieux si on envisage des drains
si c'est plus posé dans des structures, enfin dans des cliniques vétérinaires. Et globalement, il n'y a pas systématiquement besoin d'avoir un drain sur des plaies. D'autant plus si vous mettez... Alors, si vous choisissez de fermer par première intention et que vous avez un espace mort qui est considérable, là oui, un drain, mais pas un drain de Penrose, un drain de Redon, donc un drain actif où vous avez une aspiration continue. Et donc c'est là où ça va être un peu compliqué la gestion à domicile parce que si vous laissez l'animal avec un drain, bah, très souvent, avec une aspiration continue, les propriétaires très souvent ils font n'importe quoi. Donc c'est pour ça que si vous envisagez un drain, j'aurais tendance à vous dire, vous mettez un pansement qui absorbe et puis vous dites au propriétaire voilà on fait ça dans l'urgence mais je pense qu'il va falloir potentiellement revoir le cas faire revoir par un vétérinaire. Sylvain, est-ce que ça répond à ta question? Ah, Il a dit pas de merci, rien. donc je pense que oui. Il y a Lisa qui avait allumé son micro. Est-ce que tu avais une question? Ouais, j'en ai plein. Ah, vas-y. Déjà, juste par rapport à l'espace mort, tu fais plutôt des points de rapprochement, du coup, tu préfères? Ouais, alors ça dépend, hein, mais ça dépend vraiment de la taille de l'espace mort. Je préfère faire des points de rapprochement quand d'envisager un drain de Penrose, ça c'est Mm. sûr. Mais si j'ai vraiment un espace mort qui est considérable, j'hésite pas à faire point de rapprochement et drain de redon pour Ok. favoriser en fait faire en sorte que tout ce qui est tissu cutané et sous-cutané, ça soit collé au tissu sous-jacent. Ok. Et ensuite, d'autres questions. Par exemple, sur des plaies de chasse ou de morsure, toi, tu fermerais pas. Enfin, du coup, c'est pas aseptique, mais on a quand même envie de fermer. Donc, moi, personnellement, je mets des drains dans les cas comme ça et des antibiotiques. Ouais. Euh, Alors c'est très, ça c'est vraiment, je pense, clinicien dépendant. mm. Il y en a qui, alors deux possibilités. Soit tu fermes effectivement sur drain, mais j'imagine que tu mets des antibiotiques aussi. Bah oui. Et là, il y a une question qui se pose parce que une antibiothérapie, quand tu mets en place un drain, c'est pas l'idéal parce que on se dit toujours que ça peut favoriser la formation d'un biofilm. Et une fois que tu as un biofilm, enfin, et patati et patata, enfin, tu sélectionnes les résistances, etc. Euh, Mm. moi, j'ai tendance, sur les pleines morsures, à pas me précipiter et à préférer plutôt une gestion par seconde intention Ok. ou alors une fermeture directement, mais vraiment en prévenant le propriétaire en disant on tente le tout pour le tout parce que c'est une pleine morsure avec un délabrement assez important des tissus. Si on veut éviter que l'intégralité de la plaie nécrose, mais qu'on veut préserver une partie, on ferme, on tente, mais à tout moment, il faudra passer à une gestion par seconde intention. Mais sans antibio. Les plaies de morsure, c'est vraiment les seules plaies Ah, que où je mets systématiquement des antibiotiques. ok. Une autre question, l'autre fois, donc suite à un AVP, un gros flap sur une patte de chat, donc tu peux pas tellement parer. Donc on nettoie à grande eau. Toi, Ouais, tu parles jamais de désinfectant? ah non, jamais. Ouais. Quand vous nettoyez, juste nettoyer NaCl ou comme je vous l'ai dit, hein, l'eau du robinet, c'est très bien aussi. Jamais de chlorhexidine diluée, de bétadine diluée. Partez du principe que ça, c'est cytotoxique. Ou en tout cas, il n'y a aucun bénéfice qui a été prouvé quant à Mm. utiliser de la bétadine ou de la chlorhexidine diluée. Ok. Vraiment, si vous utilisez de l'eau de façon très abondante, Mm. euh, c'est très bien. Par contre, oui, effectivement, quand tu disais les flaps, là, les flaps, c'est les seuls types de plaies, donc les plaies de dégantage où vous avez juste Mm. les tissus cutanés qui sont atteints. C'est les seules plaies pour lesquelles oubliez le parage, parce que là, Ça ne globalement, fait vous vous rien. dites sur ces flaps, ça va être extrêmement important de suturer le plus rapidement possible pour que vous ayez à nouveau une vascularisation du flap qui se fait à partir des tissus sous-jacents. Mm. Et si vous commencez à parer, bah, globalement, vous allez perdre de la surface et du coup, vous allez avoir des tensions au niveau des sutures. Donc, le flap, effectivement, les plaies de dégantage, c'est les seules plaies pour lesquelles pas de parage. Ok. Et est-ce que tu sais, le gélonette, ça se met dans quelle catégorie? Parce qu'il n'était pas dans tes tableaux, je crois.
Et nous, c'est ce qu'on a. Alors, juste savoir si tu sais de quelle catégorie ça fait partie. Tu parles, alors attends, répète. Pour les trucs interactifs, nous, Ouais. on a du Gélonette, c'est un pansement avec de la vaseline. Alors, je pense que c'est plus dans des... Là, comme ça, je dirais plus un hydrogel. Ok. Parce qu'un pansement avec de la vaseline, pour moi, c'est quelque chose qui est pas du tout absorbant. Donc, c'est plus à envisager sur les plaies qui sont très sèches, Ah. voire nécrotiques. Ok. Alors, voire même, enfin, alors, à oublier, je pense, sur les plaies qui sont en phase de détertion, Ok. plus sur les plaies en phase de granulation. Ok, ça marche, merci. Enfin, tant qu'on y est, j'ai encore une question en fait. Oui, bah, Désolée. Dans les cas d'abcès, est-ce que qui a déjà rompu, est-ce que donc toi tu fermes jamais a priori du coup? Non. Ouais, c'est ça. Ok. Même si c'est seconde intention et puis c'est tout. Ouais, les cas d'abcès, éventuellement si tu dois mettre une et c'est pour ça que je vous disais l'urgocline en mèche. Je sais pas si vous en avez vous dans votre petite trousse de Bah, nous on est en clinique et on n'a pas, hein, mais ouais. Ok, mais enfin l'avantage en fait de ce type de pansement, c'est qu'il existe sous forme de mèche et que la mèche globalement tu peux la fourrer dans un trou et tu peux laisser un petit bout qui dépasse et donc ça c'est assez facile si tu veux de le retirer et t'es sûr que au moins t'as un pansement, une couche de contact qui est directement au contact de la plaie. Mais typiquement tu vois les abcès, je préfère ne rien faire plutôt que de suturer sur drain. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Merci. Sauf si on a envisagé un parage total, où à ce moment-là, t'as mis la plaie au net, et à ce moment-là, tu peux sans aucun souci envisager une fermeture sur drain éventuellement. Mais il faut vraiment parer Mais donc pour... concrètement, là, tu mets un coup de bistouri, tu enlèves le pus, tu laves à l'eau, tu mets Ouais. ta mèche, des antibiotiques et c'est tout. Anti-inflammatoire. Même quand j'ai paré totalement, pour moi, c'est une plaie chirurgicale. Donc j'ai paré totalement, je fais éventuellement des points de plaquage et je ferme. Je mets pas de enfin je mets pas de couche de contact. D'accord, ok, ça marche. Merci. Il y avait quelqu'un dans les questions par écrit qui redemandait du coup pour le nettoyage avec l'eau, est-ce que c'est toujours valable de flusher abondamment avec du RL plus seringue de 20 ml et aiguille rose? Est-ce que c'est toujours ce qui est recommandé pour avoir la meilleure pression? Oui, c'est toujours ce qui est recommandé. Donc ça c'est après c'est ce qui est recommandé, mais euh, si vous avez pas, enfin, si vous avez juste de l'eau du robinet, vous n'arrivez pas à avoir une pression telle que, je crois que c'est, alors on dit 10 ou 20 ppsi, mais on n'en sait rien ce que c'est que les ppsi finalement. Mais globalement, donc si vous avez, enfin, encore une fois, hein, c'est vraiment pas la pression qui prime, la pression d'irrigation, c'est vraiment le volume qui est extrêmement important. Mais oui, si tu as la possibilité d'avoir du Ringer lactate, pas du euh, préfère, si tu as du ringer lactate, préfère du ringer lactate au chlorure de sodium. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est la douche. Et si tu as la possibilité de monter une seringue rose, une aiguille rose sur une seringue de 20 ml, c'est l'idéal. Top. Et il y a une question, du coup, c'était par rapport à une discussion d'un peu avant. Du coup, je sais plus trop à quel moment c'était. Le mieux, c'est donc toujours d'envisager une fermeture par troisième intention après une fermeture par seconde intention pour les plaies Ouais, traumatiques infectées. oui. En fait, la gestion par seconde intention va te permettre d'assainir ta plaie. Donc, tu fais évoluer ta plaie jusqu'à la phase de granulation ou épidermisation. Et en fait, tu as la possibilité, si tu veux, de continuer à faire une gestion par seconde intention avec des pansements interactifs. Le truc, c'est que tu vois que, enfin, quand tu as une contraction de la plaie, c'est relativement lent, entre guillemets. Et donc, pour le propriétaire, pour vraiment accélérer la chose, tu te dis, OK, à partir du moment où j'ai un joli tissu de granulation, pourquoi pas envisager un lambeau, une greffe ou une fermeture bord à bord par-dessus. Comme ça permet, si tu veux, d'accélérer le truc. Et puis, au moins, le propriétaire, tu lui dis, bon, bah voilà, dernière fois qu'on se voit, on ferme et puis on arrête les pansements. Sinon, tu es encore parti pour 1 mois, 2 mois de pansement, malgré le fait que on est passé la détertion,
en granulation, mais l'épithélialisation peut mettre longtemps et parfois les gens, ils ont autre chose à faire que de venir nous voir pour changer des pansements. Donc j'aurais tendance à dire oui, c'est mieux et puis en plus, ça revient pas forcément plus cher pour les gens parce que si tu envisages des changements de pansement tous les 4-5 jours, en plus il faut les tranquilliser parce que c'est des animaux qui sont pas très coopératifs, rapidement tu t'y retrouves dans les prix. Il y en a qui ont d'autres questions? Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et ben, merci beaucoup Margot pour cette présentation, c'était très très cool. Merci aux nombreuses personnes qui étaient présentes aujourd'hui, super, et aux personnes qui regarderont le replay. Bah, écoutez, voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous et puis Margot, j'espère que tu seras OK pour revenir nous faire d'autres formations, c'était trop cool. Avec plaisir. Merci Bonne beaucoup, journée à au revoir. tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Tout le Au revoir. monde. Il reste une personne qui est là.